Le souvenir de l'escalier en pierre. Copper resta tout de même au lit 2 bonnes semaines. Un moment, ce fut assez sérieux pour que l'on craigne à une pneumonie. 3 jours durant, du matin jusqu'au soir et la nuit aussi bien, il frôla les 40 de fièvre. Ce fut vraiment dur. Mais grâce à sa mère, qui resta pendant tout ce temps à le veiller sans dormir, la fièvre commença à baisser le 4e jour, et la douleur a diminué. Au bout d'une semaine, il était capable de lire un livre, mais comme il avait encore de la fièvre et toussait un peu, il n'insista pas et resta au lit. Jusque-là, quand il se sentait un peu fiévreux, il disait toujours «Oh, ce n'est rien» et insistait pour aller quand même en classe. Mais pour une fois, il obéit comme il faut au docteur et resta sagement au lit. Tellement sagement, à dire vrai, que sa mère trouva cela plutôt inquiétant. Qu'avait-il donc fait pour tomber malade à ce point? Était-il arrivé quelque chose? Se demandait-elle parfois par devers elle. Dans son futon, Copper revoyait inexorablement la scène du fameux jour de neige, et plus il y pensait, plus l'idée de retourner en cours et de revoir Kitami et les autres lui paraissait impossible. Par chance, il était tombé malade, se disait-il, ce qui lui avait donné un prétexte pour ne pas retourner au collège. Mais évidemment, cela n'allait pas durer indéfiniment. Tôt ou tard, il allait bien falloir qu'ils reviennent, et il ne pourrait pas éviter de les voir. Copper se rongeait d'angoisse en imaginant l'avenir. Aurait-il préféré ne plus jamais les voir alors? Bien au contraire, cette idée lui était insupportable. Être ignoré pour toujours par Mizutani, avec qui il s'entendait si bien, par Urakawa qui lui montrait une telle confiance, par Kitami, son meilleur copain, être séparé d'eux pour toujours? Non, c'était impossible. Qu'est-ce que je vais faire? Le menton enfoui sous sa couette, les yeux fixés au plafond, Copper réfléchissait des heures durant sans avancer d'un centimètre. En fin de compte, il ne voulait plus paraître devant eux, mais il voulait qu'ils soient quand même ses copains comme avant. Voilà, c'était tout. Ce n'était pas compliqué. Il devait, premièrement, s'excuser, deuxièmement, leur faire retrouver leur bonne humeur envers lui. C'était l'évidence même, et jusque-là, tout était clair. Le problème, c'était comment s'excuser? Que leur dire? Copper élaborait toutes sortes de scénarios dans sa tête. D'abord, Kitami et Mizutani n'étaient pas censés savoir qu'il avait tout vu depuis le début, y compris le moment où Kitami s'était fait harceler par les grands et avait été frappé. S'il expliquait qu'à un moment donné il s'était dit «Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe?» et était revenu sur ses pas, mais qu'il était déjà trop tard, Kitami avait déjà été frappé, peut-être le croirait-il. Mais oui, bien sûr, si ça s'est passé comme ça, ils ne peuvent pas m'en vouloir de ne pas avoir accouru à leur secours. Ce n'est pas que je n'ai pas accouru, c'est juste que je n'ai pas eu le temps. Ah zut! Il y avait aussi Urakawa. Il avait certainement vu que Copper était là depuis le début. Le mensonge ne tiendrait pas longtemps. Et s'il faisait jouer sa maladie? Oui, à ce moment-là, il avait senti de gros frissons. Il était en train d'attraper la crève. Il arrivait à peine à tenir sur ses jambes. Il n'avait pas volé à leur secours, c'est vrai, désolé, mais c'est parce qu'il était malade, vous comprenez, n'est-ce pas? S'il présentait les choses de cette façon, il lui pardonnerait certainement. Mais comment expliquer qu'il jouait en rigolant si fort une minute plus tôt? Un rhume ne se déclare pas aussi brutalement, personne ne le croirait. Bref, ce prétexte-là ne valait rien non plus. Bon alors, s'il expliquait comme ça. Je m'apprêtais à courir pour vous aider, comme promis, quand soudain, je me suis dit, plutôt que de me trahir en les rejoignant, il vaut mieux observer objectivement la situation pour ensuite témoigner. Au moins, les profs seront bien obligés de me croire et Kurokawa et sa bande se prendront un avertissement. Bref, c'est pour venger Kitami que je suis resté à l'écart, que je me suis retenu de venir, parce qu'il valait mieux que quelqu'un voie les choses avec du recul. C'était exprès en fait. Ah ouais, vu comme ça montrait qu'il y avait une réflexion derrière, que c'était calculé, et s'il n'avait pas exactement respecté sa promesse, c'était pour faire mieux. Kitami et les autres croiraient-ils à cette explication? Oui, c'est ça se trouve. Kitami dirait «Ah, je comprends maintenant, je n'avais pas vu les choses comme ça, mais maintenant je comprends mieux. Je suis désolé, Copper, j'ai failli douter de toi, tu ne m'en veux pas?» Sauf que si c'était Kitami qui s'excusait à sa place, il se sentirait très très mal. Parce que là, pour le coup, ce serait vraiment tromper son ami. Et même si personne ne découvrait le pot rose, lui devrait garder ce souvenir au fond de son cœur. «Montrez-vous, les potes à Kitami!» avait crié Kurokawa. Et lui, il avait caché les boules de neige dans son dos, avant de s'en débarrasser discrètement. Comment pourrait-il se faire passer pour un grand stratège dont les actes étaient justifiés par un subtil raisonnement, quand le souvenir de la réalité lui resterait éternellement planté dans le crâne? Comment pourrait-il se tromper lui-même? Car à la vérité, chaque fois qu'il repensait à ce qu'il avait fait, il se détestait. Jamais il n'avait cru qu'il se montrerait aussi peureux et aussi lâche le moment venu. Aujourd'hui, il découvrait que ce qui a été fait ne peut jamais s'effacer, et même si personne ne sait la réalité de ce qu'on a fait, il y en a au moins un qui le sait, soi-même. Et même si un jour il oubliait, la réalité de ce qui s'était passé ne changerait pas.
Ce qui était arrivé pour toujours. Aucun acte n'avait le pouvoir d'effacer ce qui un jour avait été. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Se disait Copper en se mordant les lèvres, les yeux fixés au plafond. C'était à la tombée du jour que lui venaient ces idées noires, quand la chambre commençait à s'assombrir sans qu'il soit encore l'heure d'allumer. Copper devint taciturne. Il ne parlait plus. La plupart du temps, il réfléchissait en silence. D'habitude, quand il était malade, il profitait de la moindre rémission pour faire feu de tout bois. Sa mère lui préparait à manger tout ce qu'il voulait, ou presque, tant que cela n'était pas contre-indiqué par sa maladie, disons. Et Copper ne manquait pas de profiter dans les grandes largeurs des privilèges que lui donnait sa maladie. Mais cette fois-ci, sa mère avait beau lui suggérer ses gâteries préférées. Et une omelette? Ça te dirait une omelette pour midi? Lui proposer d'aller acheter des biscuits russes ou un livre qu'il aurait envie de lire. Copper marmonnait une réponse maussade. Si sa mère essayait de lancer un sujet de conversation, histoire de lui remonter le moral, elle tombait à plat, rien ne prenait. Et très vite, elle se voyait rabrouée par un « tais-toi un peu » grommelé sur un ton désagréable, pendant qu'il changeait de côté pour dormir en lui tournant le dos. Ce qui évidemment lui faisait froncer les sourcils d'un air inquiet, mais elle se retenait de lui poser des questions, malgré l'envie qu'elle en avait, et s'éloignait sans bruit. Et quand Copper entendait sa mère pousser un soupir, de nouvelles larmes silencieuses lui venaient. Cette histoire était décidément d'une extrême gravité pour Copper. Jamais de toute sa vie il n'avait dû faire face à une telle angoisse. Au décès de son père, il avait beaucoup pleuré et avait eu beaucoup de peine. Mais ce n'était pas quelque chose dont il se sentait coupable. Au contraire, s'abandonner au chagrin l'avait soulagé. Cette fois, c'était autre chose. Cette pensée qui tournait en rond dans sa tête, que malgré les regrets il ne pouvait pas revenir en arrière et corriger ce qui s'était passé, lui faisait atrocement mal. Il se réveillait au milieu de la nuit, et ensuite plus moyen de retrouver le sommeil. C'était la première fois qu'il regardait en face ses pensées et ses actes. Après plusieurs jours dans cet état, Copper commença à se faire une idée de la situation. Il pourrait faire des excuses publiques, cela n'y changerait rien. Il avait trahi son ami, et cette réalité ne pouvait être modifiée. La réalité pesait sur Copper et regardait sa conscience droit dans les yeux. Il ne cherchait plus de prétexte. Il se sentait misérable en pensant à ce qu'il avait fait, et il trouvait qu'il avait vraiment été lamentable envers Kitami, Mizutani et Urakawa. Il avait envie de s'excuser franchement devant eux. « Je suis désolé, j'ai été nul. » Mais bon, restait à savoir si s'excuser suffirait pour se faire pardonner. S'il reconnaissait sa lâcheté, n'allait-il pas mettre un terme définitif à leur amitié? Bref, Copper était toujours en pleine panique. Le dimanche matin, des rayons du soleil illuminaient le papier de cloison de sa chambre de malade, pendant que la bouilloire sifflait sur le brasero. À côté du futon de Copper, son oncle lisait le journal allongé par terre. Copper, couché sur le dos, jouait avec sa poche à glace qui se balançait au bout de son fil. Il n'en aurait bientôt plus besoin. L'eau dans la poche à glace était déjà tiède, et la poche, toute molle, oscillait de droite à gauche et de gauche à droite. Ce mouvement du balancier était amusant, mais ce n'était pas du tout à ça que Copper réfléchissait. Je lui dis ou je lui dis pas? S'il voulait lui dire, ils étaient tous les deux seuls dans la chambre, c'était le moment. Il y avait réfléchi depuis tant de jours. Il se décida. Mon oncle, tu sais... Quoi? Demanda l'oncle sans lever les yeux du journal. Tu sais, Oui, Il n'arrivait pas à trouver les mots. Il s'était dit qu'il allait tout raconter à son oncle, mais une fois au pied du mur, ce n'était vraiment pas facile. Mais il se força. Je n'ai pas envie de retourner en cours. Copper avait prononcé la phrase d'un ton si sérieux que l'oncle leva les yeux de son journal. Et pourquoi? Parce que... Je n'ai pas envie d'y aller, répéta Copper d'un air penaud. Mais tu es bientôt guéri, et ça va être les examens du trimestre, non? Oui, mais moi, je veux plus. Bah pourquoi? Parce que Ça ne sortait toujours pas. C'est bizarre ça, toi qui as toujours... Non, ce n'est pas ça, le coupa Copper en secouant la tête. Mon oncle, en fait, Il n'en était encore qu'au début de sa phrase lorsqu'il sentit une chaleur dans ses yeux. Les larmes montaient. Se retournant pour ne pas éclater en sanglots, Copper avoua. J'ai fait quelque chose de très mal. Son oncle se redressa à moitié et le regarda attentivement. Les larmes débordèrent au coin de l'œil de Copper, toujours couché sur le dos, et tracèrent une ligne jusqu'à l'oreille. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» dit l'oncle calmement. « Tu ne veux pas me raconter en commençant par le commencement ?» Mais Copper restait muet, gardant d'un œil fixe le plafond au milieu des larmes.
Bon, ça n'a pas d'importance. Raconte-moi comme tu voudras, reprit son oncle. Alors Copper remonta au tout début, au jour où chez Mizutani les 4 garçons avaient prêté serment, puis il raconta ce qui s'était passé le jour où la neige était tombée et comment les 3 autres lui avaient tourné le dos. En parlant, il avait l'impression que tout ce qui s'était accumulé depuis tant de jours dans son cœur réussissait enfin à s'écouler. Petit à petit, les choses devenaient plus faciles à dire et à la fin, il parlait presque facilement. Je suis tellement désolé de ce que j'ai fait. C'est normal que Kitami et les autres m'en veuillent, je le comprends. Ce que j'ai fait est tellement lâche. J'ai été tellement lâche. Quand il parvint à prononcer ces mots, ce fit comme si un lourd fardeau se détachait de ses épaules. Je vois, c'était donc ça, énonça son oncle comme s'il se sentait rassuré. Et donc, toi, Copper, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je ne sais pas quoi faire, je voudrais juste que Kitami comprenne. Comprenne quoi? Comprenne que ce que j'ai fait, c'est très mal, et que je regrette beaucoup de l'avoir fait. Même maintenant, quand j'y repense, je me sens tellement mal. Et puis, ce n'est pas pour me donner des excuses, mais en fait, j'avais envie de me mettre devant Kurakawa plein de fois. Si, je te jure, je voulais y aller, je voulais pour de vrai, je voulais y aller, mais je n'ai pas réussi à me décider, et le temps que j'attende le meilleur moment, il a frappé Kitami. J'étais trop hésitant, c'est pour ça. Mais je m'inquiétais pour Kitami. Je regardais pas la situation avec indifférence, c'est ça que je voudrais qu'il comprenne. Oui, ça c'est sûr, acquiesça l'oncle. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors l'oncle, comme pour lui redonner un peu de morale, lui dit sur un ton très gai. Mais voyons, il n'est même pas besoin d'y réfléchir, écris-lui, tout de suite. Écris-lui une lettre. Tu écris tout de suite une lettre à Kitami dans laquelle tu t'excuses comme il faut. Il ne faut pas que tu gardes indéfiniment ça sur le cœur. Mais des résistances subsistaient dans l'esprit de Copper. Mais mon oncle, tu crois que ça suffira pour les faire revenir? Ah ça, je ne sais pas. Alors non, je ne peux pas. Junichi, s'écria l'oncle excédé. S'il ne l'appelait même plus Copper, c'est qu'il prenait les choses au sérieux. Junichi, qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu oublies que c'est toi qui as trahi ta promesse que tu avais faite à tes amis, tout de même. Tu t'es désolidarisé de Kitami et de tes camarades par peur de recevoir un coup de poing de Kutokawa, pas vrai? Et tu viens dire que tu étais désolé et que tu comprenais que Kitami soit fâché contre toi à cause de ce que tu as fait, si je me trompe pas. Alors qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Pourquoi tu n'assumes pas les responsabilités de ton acte? Dis-moi. Les paroles de son oncle frappèrent Copper comme un coup de fouet, et l'oncle très remonté continua à lui faire la leçon. Si Kitami et Mizutani décident de ne plus te parler, à qui la faute? Tu es mal placé pour te plaindre, tu ne crois pas? Copper ferma très fort les paupières sous la volée de bois vert. Soudain l'oncle de Copper revint à un ton beaucoup plus posé. Bien sûr, perdre ses meilleurs amis dans de telles circonstances est une expérience amère. Et que tu veuilles te réconcilier avec Kitami et tes camarades, je peux tout à fait le comprendre. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. La seule chose à faire dans l'immédiat est de t'excuser auprès de Kitami. Il faut que tu dises honnêtement que tu reconnais ta responsabilité, que tu es désolé de ce que tu as fait. Est-ce que cela aura un effet? Ce n'est pas le moment d'y réfléchir. Reconnais tes actes honnêtement, et peut-être Kitami sera-t-il de nouveau disposé à parler avec toi comme avant, ou peut-être restera-t-il fâché et refusera-t-il de te parler. Inutile d'épiloguer là-dessus maintenant, il n'y a aucun moyen de le savoir. Une seule chose est sûre, même s'il décide de rompre définitivement toute relation avec toi, tu n'auras pas le droit de le lui reprocher. Bref, Copper, c'est le moment de faire preuve d'un peu de courage. Tout ce qui pourra arriver de pire sera la conséquence de ce que tu as fait. Alors montre que tu sais assumer avec rigueur et dignité la conséquence de tes actes. D'ailleurs, réfléchis. Ton erreur a justement été de ne pas être prêt à payer le prix de tes actes, puisque tu as fait une promesse sans avoir le courage nécessaire pour la tenir, pas vrai? Copper, les paupières closes, approuva d'un signe de tête muet. Alors ce n'est pas le moment de répéter la même erreur. Allez, Copper, montre-toi courageux, ne te focalise pas sur des choses inutiles. Fais ce que tu as à faire et c'est tout. Montre que tu es un homme. Pas question de te laisser abattre pour une chose pareille. Allez, tu te réveilles et tu écris une lettre à Kitami et aux autres. Parle honnêtement et sincèrement, dis-leur comment tu te sens et demande-leur de bien vouloir te pardonner. Tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux après. Copper écoutait son oncle sans rien dire. Il ne voyait pas bien son visage à cause de ses yeux humides de larmes. Il demeura tourné vers le plafond pour répondre très distinctement. Oui, mon oncle, je vais lui écrire. Avant de continuer comme s'il avait pris une grande décision. Si Kitami ne me pardonne pas, eh bien, s'il ne me pardonne pas, eh bien,
J'attendrai jusqu'à ce qu'il me pardonne. Copper passa tout l'après-midi à écrire une lettre à Kitami. Cher Kitami, j'étais là quand ceux de la bande à Kurakawa t'ont pris à partie et t'ont frappé. J'ai tout vu. Mizutani et Urakawa sont restés jusqu'au bout avec toi sans s'enfuir. J'ai tout vu, j'étais là, et moi, je n'ai rien fait, je suis resté dans mon coin. Non, je n'avais pas oublié qu'on s'était promis de faire front ensemble si cela devait arriver. Je n'avais pas oublié qu'on avait prêté serment petits doigts croisés. Je m'en souvenais parfaitement, et malgré cela, je n'ai pas respecté mon serment. Ce que j'ai fait n'a qu'un seul nom, la lâcheté. Je ne sais pas quoi dire pour m'excuser. Ce que j'ai fait à toi, à Mizutani et à Arakawa n'a pas d'excuse. Tu ne peux pas imaginer combien je regrette. Dès que j'y repense, ça me fait tellement mal. Tu peux me traiter de lâche, de dégonflé, c'est tout ce que je mérite. Je n'ai pas le droit de me plaindre même si vous devez me mépriser, même si vous ne voulez plus entendre parler de moi. Je veux simplement dire que je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je regrette. Je regrette à mort. J'aurais préféré mourir. Je te demande de le croire, je suis désolé pour de vrai. Je n'ai pas fait un pas pour me joindre à vous parce que je n'en ai pas eu le courage. Ce n'est pas parce que je me moquais de ce qui pouvait vous arriver. Pas une seconde je n'ai pensé que ce qui pouvait vous arriver n'avait aucune importance. Ça n'a pas changé aujourd'hui. J'espère un jour réussir à vous en convaincre. Vraiment. Un jour, je vous montrerai que je peux aussi avoir du courage. J'aimerais que tu me crois. Tu n'imagines pas le bonheur que ce serait pour moi si tu pouvais me croire. Le XX mars, Honda Junichi. À l'attention de Kitami Kota. Merci de bien vouloir montrer cette lettre à Mizutani et Urakawa. Dès que sa lettre fut terminée, Copper appela la domestique et lui demanda d'aller la poster. Puis il déchira les brouillons et ratages en menus morceaux et les jeta à la corbeille avant de retaper son oreiller et de se coucher. Il poussa alors un gros soupir, qui tenait aussi bien de la fatigue que de la paix retrouvée. C'était comme si la tension qui l'oppressait depuis si longtemps s'était tout à coup relâchée. Il ferma les paupières de fatigue. Bien, c'est bien, lui sembla-t-il entendre faiblement quelque part. Il ne pensait plus à rien, il essayait seulement d'écouter cette voix lointaine, mais la fatigue envahit tout son corps et l'invita doucement au sommeil. Le lendemain, il faisait un temps splendide. Le soleil frappait fort sur la porte-fenêtre du côté sud, et la bouilloire en fonte poursuivait son monologue. Dans son futon, Copper était plongé dans la lecture de l'un de ses manuels scolaires. Son absence lui avait fait prendre du retard. Il s'était dit qu'il était temps d'essayer de le rattraper avant de reprendre le chemin du collège. Or, il n'était pas arrivé au bas de la première page qu'il s'était laissé déconcentrer par la vision du beau ciel de printemps par la porte-fenêtre. Kitami avait-il lu la lettre qu'il lui avait envoyée hier soir? En principe, il avait dû la porter au collège avec lui aujourd'hui pour la montrer à Mizutani et Urakawa. Oui, mais s'il ne l'avait pas reçue, elle n'était peut-être pas encore arrivée et il ne l'avait peut-être pas encore lue. Copper se posa plusieurs fois la question. Quand il prit conscience de la déviation qu'il avait empruntée, il coupa court à ses élucubrations et retourna à son manuel, se promettant cette fois de rester concentré et de ne pas laisser ses pensées divaguer. Parce que, même si Kitami avait bien reçu la lettre, restait encore à savoir comment il l'avait prise, et puis, cela allait-il suffire pour que ses trois amis retrouvent leur bonne humeur? Rien qu'à cette pensée, Copper se sentait replongé dans l'état d'esprit qui était le sien juste avant de l'avoir écrite. Oula, non, 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 surtout pas. Il ne faut pas retourner en arrière, surtout pas. Essayer de se convaincre Copper. Et pour éviter de récidiver, il décida de ne plus penser à ce qui allait se passer. De ne plus y penser du tout. Bien sûr, arrêté de penser, il avait déjà réfléchi tout son sou sur son comportement. Il s'était morfondu autant qu'il pouvait se morfondre, il avait regretté tout ce qu'il y avait à regretter, maintenant le moment était venu de relever la tête et de se mettre à vivre en regardant droit devant soi. Tu étudies aujourd'hui? Copper se retourna et à la voix de sa mère, elle tenait un vase où elle avait disposé une branche de pêcher en fleurs. Regarde comme c'est joli. Copper approuva d'un signe de tête et sourit. Toutes ces petites fleurs roses vifs, certaines bien ouvertes, d'autres à moitié écloses ou encore en boutons, rondes et gonflées de vie sur les branches qui cachaient sa mère jusqu'à la poitrine, étaient vraiment du plus bel effet. La mère de Copper disposa le vase dans l'alcôve et s'installa à côté de lui pour tricoter. Copper reprit sa lecture. Tous deux n'avaient besoin que de peu de mots, le calme régnait. Seul le chuchotement de la brouillard troublait le silence. Au bout d'un certain temps, Copper se retrouva de nouveau la tête en l'air à contempler le plafond. Tu sais, Junichi, dit alors sa mère d'une voix douce, quand je tricote, les souvenirs remontent.
Quand j'étais jeune, j'allais à l'école de filles à l'époque. Je faisais souvent un détour en rentrant de l'école. Je passais par le sanctuaire de Tenjin, dans le quartier de Yushima, avant de revenir sur Hongo, où ma famille habitait. Je traversais toujours le sanctuaire en empruntant le grand escalier de pierre. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un très escalier raide, très raide. C'est un escalier très raide. C'est bizarrement écrit. Même en pleine journée, l'air y est froid. À l'époque, c'était assez lugubre. Je me demande si c'est toujours pareil aujourd'hui. Eh bien, un jour, j'étais en train de monter l'escalier quand j'ai aperçu une vieille dame devant moi, un baluchon de coton à la main. Elle devait avoir plus de 70 ans. Je la renvoie encore, ses cheveux blancs coupés, très droits, avec une ceinture de kimono en satin plat. Toute petite, elle montait l'escalier en s'aidant d'un parapluie noir en guise de canne. Elle tenait retroussés les bords de son kimono. On voyait ses chevilles maigres et ses habits blancs émerger du sous-kimono blanc. Je ne sais pas ce que pouvait contenir son baluchon. Il n'était pas si gros que ça, mais il avait l'air très lourd. Comme il était chaussé de socs en bois, cela faisait clac-clac à chaque fois et c'était dangereux. Elle montait 2 ou 3 marches, faisait une petite halte, puis de nouveau 2 ou 3 marches, une pause, et à chaque fois, elle étirait ses reins avant de reprendre son ascension. J'ai pensé que je ne pouvais pas la laisser monter comme ça. Je pouvais au moins lui porter son baluchon. J'ai pressé le pas et je l'ai rattrapé en un rien de temps. Je pouvais porter son baluchon d'une main et lui donner l'autre bras pour la soutenir. Ce n'était rien du tout pour moi. Alors quand elle s'est de nouveau arrêtée pour faire halte et s'est tiré les reins, je me suis dit, je vais m'approcher d'elle et lui proposer de l'aider. Mais elle m'a regardé, puis elle s'est remise à monter, le dos rond, si concentré, en mettant toutes ses forces à gravir une marche après l'autre, que j'ai pensé que ce n'était pas le moment de lui adresser la parole. Je suis donc resté à ma place. La vieille dame s'est de nouveau arrêtée. Je me suis de nouveau dit, c'est le moment de lui demander. Voulez-vous que je vous porte votre baluchon, madame? J'allais grimper les quelques marches pour la rattraper, mais j'ai pensé, ce n'est pas le bon moment. Et j'ai suspendu mon pas. Le temps de me demander ce que je devais faire, la vieille dame avait repris son ascension, comme si elle ne me voyait pas. À la prochaine halte, j'ai de nouveau monté quelques marches pour l'attraper, mais chaque fois, le temps de décider quel était le meilleur moment pour lui proposer mon aide, elle reprenait son ascension et je laissais passer l'occasion. Ça s'est répété 2 ou 3 fois et finalement, comme l'escalier n'est pas interminable, la vieille dame est arrivée tout en haut, et moi aussi. Après avoir tant hésité, je suis parvenu en haut à sa suite. Nous avons donc pénétré en même temps dans l'enceinte du sanctuaire de Tenjin, qui commence au sommet de l'escalier. La vieille dame, qui n'avait même pas fait attention que quelqu'un montait derrière elle, a posé son baluchon sur le premier banc de pierre et elle est restée debout à côté, appuyée sur son parapluie, comme si elle avait oublié de s'asseoir. Les épaules secouées de grandes vagues pendant qu'elle reprenait son souffle, les yeux posés sur la ville en contrebas, elle m'a regardé passer à côté d'elle sans vraiment me remarquer, comme si j'appartenais au paysage. Ensuite, elle a regardé ailleurs, c'est tout. Je n'ai jamais pu oublier son visage. Voilà, Junichi, c'est tout. Et pourtant, même aujourd'hui, il m'arrive d'y repenser encore selon le contexte et les sentiments qui m'agitent. Un temps de silence suivit la fin de l'histoire de la mère de Copper. Ses mains ne s'étaient pas arrêtées, elle, et le cliquetis des aiguilles meublait le silence. Puis elle reprit avec douceur. J'avais vu que la vieille dame avait besoin d'aide, et j'avais décidé de l'aider en lui portant son paquet. Je l'avais bien pensé dans ma tête, mais en définitive, je n'ai absolument rien fait. Ma foi, c'est une histoire de rien du tout, mais vois-tu, elle est restée gravée très profondément en moi. Après ça, je suis rentrée toute seule chez moi et sur le chemin, le temps d'arriver, des tas de pensées me traversaient l'esprit. Pourquoi ne me suis-je pas précipité dès le début? Pourquoi n'ai-je pas fait exactement ce que j'avais à l'esprit? J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, de vraiment mal. Maintenant qu'elle était arrivée en haut toute seule, que pouvais-je faire? C'était trop tard, n'est-ce pas? Et je ne pourrais jamais rattraper ma conduite. Toute chance de la rattraper s'était évanouie pour toujours, à l'instant où la vieille dame avait posé le pied sur la dernière marche. Ce n'était rien, et pourtant, qu'est-ce que j'ai regretté? J'y ai repensé pendant des jours et des années, mais c'était trop tard. Ce n'était presque rien, mais parce que rien ne pouvait le rattraper, c'était exactement comme si c'était une chose énorme. Oui, des années ont passé depuis, je suis devenu adulte, je me suis marié avec ton père, tu es né, ton père est décédé. En 20 ans, ou presque, beaucoup de choses sont arrivées. Mais pour moi, cet escalier, c'est comme si cela s'était passé hier, parce que j'y ai repensé tant et tant de fois depuis. Tu vois, Junichi, même adulte, il m'arrive encore souvent de me dire « Mais pourquoi n'ai-je pas fait ce que mon cœur me disait de faire ?»
Cela m'arrive encore bien souvent. Chacun de nous, une fois devenu adulte, doit porter en lui au moins 1 ou 2 regrets de ce genre, auxquels il repense de temps à autre et qui continuent de le hanter. Et quand on est adulte, on regrette des choses encore plus importantes que quand on était enfant, des choses que l'on ne pourra jamais réparer ni corriger. Quand je pense à ton père, je pense à tout ce que j'aurais pu faire pendant qu'il était encore en vie. Et pourquoi j'ai dit ça? Et pourquoi je ne lui ai pas dit ça? Et pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi je n'ai pas fait ça? Mon cœur est plein de ces pensées. La mère de Copper avait arrêté son tricot et, comme Copper, regardait sur le côté de la vitre. Sur le côté par la vitre le ciel bleu, clair. Puis, comme pour se changer les idées, elle sourit et poursuivit son histoire. Mais, vois-tu, Junichi, ce souvenir de l'escalier en pierre n'est pas qu'un mauvais souvenir pour moi. Bien sûr, je regrette de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû. Je regrette de ne pas avoir fait ci et ça, et des regrets, j'en ai bien d'autres. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucun souvenir de quelque chose que je suis bien contente d'avoir fait au bon moment. Je ne dis pas qu'une bonne action en compense une mauvaise, ce n'est pas comme cela que ça se passe, bien sûr. C'est simplement que certaines choses que j'ai faites ont porté la marque de mon cœur sincère, je crois. Pas assez sans doute, mais quelques-unes au moins, et il me semble que ce que j'ai pu faire de bien au bon moment, c'est un peu grâce à mon souvenir douloureux de l'escalier. C'est vrai, si cette histoire dans l'escalier n'avait pas eu lieu, je n'aurais peut-être pas fait autant d'efforts pour trouver quelque chose de bien en moi, à faire prospérer et à traduire dans mes actes. Chaque événement de notre vie est unique. Rien ne se répète jamais. Autrement dit, c'est à nous de faire fleurir à chaque instant ce qu'il y a de beau dans notre cœur, mais sans ce qui s'est passé dans l'escalier, je ne m'en serais peut-être aperçu que bien plus tard. C'est pour cela que finalement, je ne pense pas que ce souvenir de l'escalier soit un fardeau pour moi. Ça reste un regret, certainement, mais il m'a appris quelque chose d'important sur la vie. C'est à partir de ce moment aussi que j'ai commencé à apprécier à leur juste valeur les manifestations de gentillesse que je recevais. Copper avait attentivement écouté le récit de sa mère et avait fait le lien avec le récent et très regrettable épisode de sa propre vie. D'ailleurs, tu sais, Junichi, reprit sa mère sans le regarder, en continuant son tricot, je suppose qu'un jour ou l'autre, une expérience comme celle-là t'arrivera à toi aussi. Peut-être même quelque chose que tu regretteras encore plus que ma petite histoire dans l'escalier. Cependant, Junichi, même des décisions ou des actes que l'on regrette ne sont pas entièrement négatifs. Ils sont irréparables, certes, mais les regrets qu'ils nous donnent nous font voir des aspects importants de la condition humaine et nous ouvrent le cœur. Ils nous obligent à vivre avec plus de profondeur et de lucidité. C'est comme ça que l'être humain grandit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, quels que soient les regrets que l'on puisse avoir. Parce que quand tu te seras relevé, quelqu'un, un jour, te trouvera plus grand qu'avant. Et si personne ne le remarque, au moins Dieu le verra. Les yeux de Copper s'étaient mouillés aux paroles de sa mère. Elle était sûrement au courant de son histoire par l'oncle. Et elle, qui savait tout, elle avait eu la délicatesse de lui raconter une histoire à elle en exemple sans effleurer l'endroit qui lui faisait si mal. Elle avait trouvé le moyen de le consoler, comme si de rien n'était. Copper retint ses larmes, avant qu'elles ne cèdent, et débordent de ses paupières. Mais ces larmes-ci étaient bien différentes de celles dont il avait tant de fois mouillé son oreiller ces derniers jours. Par-delà la cloison de papier, un ciel bleu et serein annonçait déjà le printemps. Le cahier de l'oncle, sur les angoisses, les erreurs et la grandeur de l'être humain. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît de misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. Il est vrai que c'est être misérable que de se connaître misérable. Mais c'est aussi être grand que de connaître qu'on est misérable. Ainsi, toutes ces misères prouvent sa grandeur. Ce sont les misères d'un roi dépossédé. Qui se trouve malheureux de n'être pas roi, sinon un roi dépossédé? Qui se trouve malheureux de n'avoir qu'une bouche, et qui ne se trouverait malheureux de n'avoir qu'un œil? On ne s'est peut-être jamais avisé de s'affliger de n'avoir pas 3 yeux, et on est inconsolable de ne point en avoir. Pascal. L'homme qui devait être roi se trouve malheureux d'être dépossédé de son titre et s'attriste de sa situation.
Il s'attriste de son présent parce qu'il devrait être roi et ne l'est pas. De même, si celui qui n'a qu'un seul œil s'afflige, c'est parce qu'il sait que tout être humain doit en avoir deux et donc il lui en manque un. S'il était dans la nature de l'humain de n'avoir qu'un œil, personne ne s'affligerait de n'en avoir pas deux. Au contraire, celui qui serait né avec deux yeux s'affligerait sans doute d'être anormal. Cooper, ce sont des pensées profondes auxquelles il nous faut réfléchir, car elles nous enseignent une vérité importante. Ce qu'elles nous enseignent, c'est le sens du malheur et de la souffrance pour l'humain. Dans la mesure où nous sommes des êtres humains, il nous arrive à tous, enfants autant qu'adultes, de vivre des expériences tristes ou douloureuses. Évidemment, il n'est pas question de les souhaiter à quiconque, mais il faut malgré tout dire que c'est grâce à ces expériences malheureuses, pénibles, douloureuses, que nous apprenons ce qu'est vraiment la condition humaine. Je ne parle pas seulement de la souffrance morale ou psychologique. La douleur physique a exactement la même signification. Tant que nous sommes en bonne santé, tant que nous n'avons aucun problème, ni aucune gêne d'aucune sorte, nous sommes bien près d'oublier que nous avons un cœur, un estomac, des intestins et toutes sortes d'organes dans notre cœur, et que ceux-ci jouent un rôle essentiel, nous maintenir en vie. Mais qu'une panne survienne soudain, que nous viennent des palpitations ou des crampes à l'estomac, et pour la première fois nous pensons à nos organes, nous découvrons alors que ce corps a des ratés. Ressentir la douleur dans notre corps est le signe d'un dysfonctionnement, et c'est bien cette sensation de douleur qui nous l'apprend. Quand je dis que la douleur nous prévient que notre corps a un problème, je veux dire que la sensation de douleur est le signe que quelque chose ne fonctionne pas normalement dans notre corps. C'est donc bien la douleur qui nous informe. Si une défaillance physique ne génère aucune sensation douloureuse, nous pouvons très bien ne pas nous en apercevoir. Cela peut aller jusqu'à la mort. Par exemple, si une carie ne nous fait pas mal, l'abcès grossit et cela devient beaucoup plus grave qu'une simple rage de dents. C'est pourquoi, bien que tout le monde préfère éviter la douleur, il n'en est pas moins vrai que la douleur est aussi une alliée, une chose remarquable dont nous avons expressément besoin. Elle nous informe d'un dérèglement dans notre corps et par la même occasion, elle nous enseigne comment est le corps humain dans son état normal. C'est exactement la même chose pour la douleur morale. Elle apparaît quand l'être humain n'est pas dans son état normal. Elle nous alerte sur le fait que nous ne sommes pas comme nous devrions être. Elle nous permet de nous rendre compte de ce qui fait un être humain et ce qu'il doit être en réalité dans la plénitude de sa condition humaine. Pourquoi les situations de conflit seraient-elles génératrices de souffrance s'il n'entrait pas dans la condition de l'humain de vivre en harmonie avec ses semblables? Les humains sont faits pour s'aimer, pour se vouloir du bien. Voilà pourquoi ils éprouvent malheur et souffrance en présence de haine ou d'hostilité. De même, il est dans la nature humaine de vouloir développer ses capacités et travailler en fonction d'elles. C'est pourquoi nous souffrons quand cela ne nous est pas permis. Si nous ressentons de la douleur, si nous éprouvons de la souffrance, c'est bien parce qu'il n'est pas dans notre condition première de vivre entouré de haine et d'hostilité, et parce que vivre sans pouvoir développer librement nos capacités est une aberration pour nous. Le fait qu'un être humain souffre de se sentir misérable prouve en dernière instance qu'il n'est pas dans la nature de l'humain de se sentir misérable. Comprends-tu, Cooper? Voilà la connaissance qu'il y a à tirer de notre expérience de la douleur ou de la misère. Bien entendu, il y aura toujours des individus qui appelleront un malheur le simple fait d'avoir échoué à satisfaire leurs désirs égoïstes. D'autres identifieront comme une souffrance leur effort pour se conformer à une apparence avantageuse. Évidemment, il s'agit là d'autre chose. Ces gens-là souffrent en réalité de désirs égoïstes ou d'une vanité dont ils sont incapables de se libérer. Leur souffrance et leur malheur cesseront à l'instant où ils renonceront à leur égoïsme et à leur futilité. À la nuance près que cet égoïsme et cette vanité stupide relèvent de la nature humaine et non pas de circonstances malheureuses et douloureuses de leur vie. Certes, la souffrance n'a rien de spécifiquement humain. Les chiens et les chats gémissent s'ils se blessent, hurlent ou miaulent tristement s'ils sont abandonnés. S'agissant de la douleur physique, de la faim ou de la soif, il n'y a aucune différence entre humains et animaux. C'est pourquoi nous pouvons ressentir de la sympathie, voire une profonde compassion devant la souffrance d'un chien, un chat, un cheval ou une vache, en tant que frères terriens. Ce n'est pas notre nature spécifiquement humaine qui se manifeste dans ce cas, c'est juste notre nature d'animal. Mais alors, quelle est cette douleur que seuls les humains peuvent ressentir? Eh bien, il peut exister chez les humains une sensation de blessure ou de faim permanente, quand bien même ils ne sont physiquement ni blessés ni affamés. C'est un sang invisible qui saigne notre cœur quand nos espoirs sont perpétuellement écrasés. C'est une soif insupportable qui nous dévore le cœur quand nous sommes privés de toute tendresse ou toute bonté.
Mais la souffrance qui nous transperce le plus profondément, qui nous arrache des larmes plus douloureuses que toutes les autres, c'est la conscience d'avoir commis une faute irréparable. Quand nous faisons retour sur nos actes, ce n'est pas la sensation de perte qui nous cause les plus vives douleurs. Rien n'est plus douloureux que d'avoir fait ce que, moralement, nous ne devions pas faire. Oui, il n'y a rien de plus douloureux que d'en prendre conscience. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart des gens se cherchent des excuses pour éviter d'assumer leurs actes. Or, vois-tu, reconnaître ses erreurs et en souffrir, dans le monde entier, ce n'est possible qu'aux humains. Si l'homme n'avait pas le pouvoir d'agir en fonction de ce qu'il sait être le bien, il n'éprouverait aucune sorte de regret ou de remords pour ne pas l'avoir fait. Cela n'aurait aucun sens. Avoir des remords, c'est se dire que nous avons agi d'une certaine façon alors que nous aurions pu agir autrement. C'est se dire que nous en avions la capacité, car si nous n'en avions pas la capacité d'agir en accord avec la voie de la raison, nous n'aurions pas de motif de souffrir de remords. Il est douloureux de reconnaître une erreur, mais dans cette douleur réside aussi la grandeur de l'être humain, qui se trouve malheureux de n'être pas roi, sinon un roi dépossédé. Qui pleurerait des larmes douloureuses pour avoir commis une erreur si ce n'est celui qui avait les moyens d'agir en accord avec la raison? L'erreur est humaine, et tant que notre conscience n'est pas paralysée, la conscience de nos erreurs nous obligera à lécher les larmes amères de nos pensées. Mais vois-tu, Cooper, nous pouvons tirer une nouvelle assurance de ces pensées douloureuses. C'est parce que nous sommes capables de marcher sur la voie juste que nous éprouvons cette souffrance. L'erreur est à la vérité ce que le sommeil est à la veille. J'ai remarqué qu'on revient de l'erreur à la vérité comme délassé par le sommeil, a dit Goethe. Nous avons le pouvoir de décider nous-mêmes ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous nous trompons parfois. Mais nous avons le pouvoir de décider nous-mêmes ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous pouvons nous relever de nos erreurs. Et voilà une autre différence entre les molécules humaines, comme tu les appelles, et les molécules des corps matériels.